Tarek s'est rendu à Paris le matin du 31 janvier pour répondre aux interrogations de la police. Et depuis, je ne l'ai plus entendu ni vu. Rien du tout. Ben, c'est un peu normal, il est en prison. Nous n'avons pas eu le droit de lui rendre visite. Nous n'avons pas eu la permission encore. Ça n'en a pas été donné. Comme des centaines, voire des milliers de prisonniers. Vous n'êtes pas une exception, madame. Il y en a eu des milliers avant vous, il y en aura probablement et malheureusement des milliers après vous, madame. Seulement vous vous rendez compte parce que c'est votre peut-être mari. Donc soudainement vous vous rendez compte qu'en France, les permis de visite ne sont pas forcément délivrés au moment où on les demande. Cette expérience vous permettra au moins, à défaut de mieux, de savoir comment fonctionne un peu la justice française. Un téléphone, ni une visite, rien. Il est venu de son plein gré, il avait pleinement confiance en la justice et malheureusement la justice lui donne tort. Non madame, il y a des centaines de personnes qui se rendent en convocation des policiers ou d'un juge d'instruction et qui sont incarcérés, madame. Il y a des centaines, voire des milliers, là encore une fois. Vraisemblablement, vous connaissez pas, vous ignorez totalement le fonctionnement de la justice française, ou alors vous faites un petit peu comme Nabil en fait. Là où ça va pas dans votre sens, là où vous pouvez exploiter les choses comme faisant partie d'un acharnement, ben vous le faites sans retenue. Parce que si vous avez un petit peu de retenue, enfin en tout cas vous êtes censé le savoir, hein, enfin je suppose, ou en tout cas vous renseignez. Est-ce que c'est normal qu'on n'a pas eu? Puis les avocats, je pense qu'ils vous auraient renseigné tout à fait rapidement et aimablement, hein. Mais apparemment, non. On ne demande pas aux avocats est-ce que c'est normal. On ne sait pas comment ça fonctionne la justice française. Et puis on se rend compte en 2018 que ça fonctionne comme ça. Jusqu'à présent, il a montré une coopération exemplaire. Il n'a jamais cherché à échapper à la justice. Il a justement attendu que la justice le convoque pour venir et pour pouvoir donner sa version des faits. Comme des centaines, voire des milliers de personnes qui attendent qu'on les convoque et qui se rendent auprès d'un juge ou de la police et qui sont incarcérés ensuite. Ou qu'on révoque leur contrôle judiciaire, par exemple, etc. Voilà. S'il suffisait de se rendre à une convocation d'un juge pour avoir la garantie de ne pas être incarcéré ou de la police pour ne pas être incarcéré, alors là c'est... Donc il n'y a aucune raison pour qu'on puisse imaginer un seul instant qu'il veuille s'enfuir. Je pensais que... écoutez, il n'y a pas de raison peut-être pour vous, mais vous, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas magistrat. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas une présumée victime. Donc oui, pour vous, c'est vous, madame. C'est que vous, madame. Et vous, c'est pas la France, et c'est moins encore le monde. Je sais bien que votre mari, ou peut-être votre mari est mégalo, mais quand même. On était un pays où la présomption d'innocence était la règle et que jusqu'à présent, il devrait en bénéficier. Je comprends. Il en bénéficie, madame, qui a dit qu'il était coupable. Votre mari, prétendu mari, bénéficie comme tous les autres prévenus. Il y a des milliers, me semble-t-il, de personnes qui sont en attente de leur jugement, qui sont prévenues, qui sont considérées comme encore innocents, qui n'ont pas été encore jugés, madame. Il y en a des milliers, madame. Et ces gens sont présumés innocents. Ils jouissent de la présomption d'innocence. Comme Carlos, comme Colonna, comme beaucoup de gens, comme moi je l'ai été. Et votre mari jouit aussi de la présomption d'innocence, mais la présomption d'innocence n'empêche pas l'incarcération. C'est pas parce qu'on n'est pas jugé et condamné qu'on est forcément mis dehors, madame. Pas pourquoi on le garde. Si vous voyez pas pourquoi qu'on le garde, eux, ils ont vraisemblablement des raisons parce qu'ils l'ont gardé. Ils sont 3 magistrats et le JLD, juge de la liberté de la détention, a validé l'incarcération et la cour d'appel a encore validé. Donc si vous voyez pas, parce que sûrement vous n'êtes pas un magistrat, madame. Donc si vous êtes magistrat, vous ne devez pas voir des choses que vous voyez, et puis surtout que vous n'avez pas le dossier, madame, entre les mains. Et surtout, madame, que vous êtes pas une victime, vous êtes son épouse, me semble-t-il. Donc il est un peu normal que vous voyez pas pourquoi qu'ils l'ont gardé, et qu'eux, ils voient parfaitement pourquoi ils l'ont gardé.
je ne suis pas sûre à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est quoi le but de cette manœuvre? C'est quoi? C'est de faire pleurer dans les chaumières? C'est de jeter les discrédits sur la justice? C'est quoi? Parce que tout ce qu'on entend, c'est on comprend pas. Il bénéficie d'un traitement juste et digne. Je crois que Tariq a été désigné comme coupable depuis le début. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il suffit de lire la presse, il suffit d'allumer la télé et on pense qu'il est coupable. Il a été désigné effectivement coupable depuis le début par la presse, comme il a été désigné comme le seul interlocuteur valable par la presse pendant 30 ans, quand même, madame. Pendant 30 ans, on a fait qu'entendre du lundi au dimanche, votre mari, sur tous les plateaux de télévision, journaux, magazines. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont simplement décidé de le lâcher et de récupérer leurs biens, comme dans un divorce. Et leurs biens, c'est la notoriété. Ils vont pas lâcher quelqu'un qui risque de se retourner contre eux avec une notoriété. Madame, c'est un peu normal, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est donnant-donnant. C'est comme dans une union. C'est comme dans un casse. On partage et puis on règle nos affaires avant de se séparer. Et chacun, il voit son intérêt. Donc, ces copains francs-maçons, madame, je pense que vous êtes au courant que votre mari est un franc-maçon. Sinon, je peux vous donner des articles, ou ce que vous voulez, qui pourraient éventuellement vous intéresser. Mais bon, on vous a jamais entendu pendant 30 ans. C'est la première fois qu'on vous voit, apparemment. Bon. Et que ils ont décidé, effectivement, de le lâcher. Parce que, effectivement, c'est un fait. Contrairement à d'autres histoires comme Berger, qui n'a pas fait plus l'actualité que ça, c'est tout simplement qu'ils ont dû divorcer, se séparer, et lors de cette séparation, c'est simplement le fait de ne pas le laisser partir avec la notoriété que eux lui ont donnée. Parce que il peut en profiter pour se retourner contre eux. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On le remet là où il était, là où on l'a pris. Et puis après, on le laisse partir. Donc ils l'ont bien mis en évidence. Ils en ont bien parlé longuement de ce qu'il a fait, parce que c'est pas parce qu'ils en parlent qu'il l'a pas fait. Donc, ils ont mis en évidence, parce qu'ils auraient pu ne pas en parler. Ils auraient pu en parler rapidement comme ça sur BFM une fois, puis passer à autre chose. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et maintenant, voilà. Maintenant, ils l'ont remis à sa place. Je vous conseille d'écouter, si vous l'avez pas fait, ou de discuter avec M. Godard. Il est très bien informé sur ce que fait. Apparemment, il y a que vous qui n'êtes pas au courant. Et donc voilà, je crois qu'il est victime malheureusement de ce lynchage médiatique et de cette pression politique qu'on exerce sur lui. Là encore, madame, il n'y a pas que lui qui est victime d'un lynchage, madame. Il n'y a pas que lui, il y a eu Bernard Tapie, il y a eu des tas de gens qui ont été victimes de la presse, madame. C'est comme pour le permis de visite, c'est comme pour le téléphone, c'est comme pour... c'est pareil, madame. C'est pareil. Et puis en même temps, il y a tellement de mensonges qu'à un moment donné, ça devient plus gérable. Ça devient plus supportable. Les mensonges, ils sont de part et d'autre, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas d'un côté le Christ et de l'autre côté Barabbas, madame. Les mensonges, le billet d'avion, madame, c'était un mensonge aussi. De dire qu'il connaissait pas cette femme alors qu'elle a machin, c'est aussi un mensonge, madame. Je veux dire, en termes de mensonges, c'est difficile de faire mieux que lui. Et voilà, je suis sans cesse entre l'envie d'être au courant de ce qui se dit dans la presse écrite ou la télé, et puis en même temps de plus rien écouter, de m'enfermer dans ma bulle et de me dire que la justice se fera et que... Vous avez toujours été enfermé dans votre bulle pendant 30 ans, vous l'avez laissé raconter ces mensonges sur l'islam, égarer des centaines de musulmans avec ces histoires d'hérésie. Je pense que vous avez un minimum de connaissance de l'islam, vous êtes resté dans votre bulle, vous auriez dû rester encore. Pourquoi en sortir que lorsqu'il s'agit de jeter la suspicion sur la justice française parce que vous n'avez pas obtenu un permis de visite? Et qu'il en sortira blanchi. Pour moi, tout ce que j'ai lu, ce sont des accusations mensongères. Comment vous savez, madame, que ce sont des accusations mensongères, madame? Ce sont des faits complètement erronés. Donc vous considérez que ces femmes musulmanes, dans la deuxième surtout, et puis d'autres qui vous ont contacté bien avant ces faits, parce que vraisemblablement vous avez été alerté des agissements de votre mari en 2009 ou en 2008 ou en 2010. Donc vous considérez sans preuve aucune... Alors c'est bizarre, les preuves, c'est que pour vous les preuves en fait. Lorsqu'il s'agit de défendre votre mari, il faut des preuves, mais lorsqu'il s'agit de considérer que ces femmes sont des menteuses, il n'y a pas besoin de preuves.
Donc là, vous vous permettez de considérer que tout ce que ces filles ont dit, celles qui sont fait présumer violées et tous les témoignages qu'on a eus, sont tous des menteuses. Tout le monde a menti en fait. En passant de Soral à Enda, tout le monde ment en fait. Tout le monde ment quoi. Il y a que votre mari et vous qui disiez la vérité. Bah, apparemment, c'est pas ce qu'il y a dans le dossier, madame. C'est pas ce qu'il y a dans le dossier, madame. Ça ne représente absolument pas, par exemple, le portrait qu'on fait de mon mari ne correspond absolument à rien de ce qu'on connaît de lui, de ce que je connais de lui, de ce que sa famille connaît de lui, de ce que les gens qui le connaissent véritablement savent de lui. Tarek est un homme fondamentalement droit. Je préfère ne pas commenter parce que je risque de dire quelque chose de désagréable. Dévoué, honnête, juste, qui se préoccupe des autres. Et en fait, le Messie, quoi. Voilà. Vous osez, madame, venir nous expliquer comme ça que votre mari, il est ce que vous dites, madame. Enfin. Un peu de retenue. Que vous défendiez votre mari, ça peut se comprendre, comme l'a fait son grand frère. Que vous minimisez, ça peut se comprendre. Mais pour moi, vous êtes tel, vous voyez, le voleur de poules qui se fait attraper sur le fait, avec son butin dans sa poche, et puis devant la police, il dit non, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pareil. C'est extrêmement regrettable, vraiment. De le voir traité de cette façon, c'est pour moi très douloureux. Bah, il est traité de cette façon, il est traité comme tout le monde. Il a été convoqué, on n'est pas venu lui casser sa porte à 6h du matin. Hein? On aurait pu. Pour moins que ça, il y en a qui sont cassés la porte à 6h du matin. Pour beaucoup moins que ça. Dont moi-même. On l'a convoqué, il a été entendu, il a joui des droits que tous les citoyens français jouissent. Ni plus, ni moins. Donc je vois pas comment il a été traité comment, madame? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis allée rendre visite à l'avocat et j'ai appris des nouvelles très alarmantes concernant sa santé physique. Sa fameuse santé physique, dont on n'avait jamais entendu parler avant ces histoires de viol. Il avait l'air de se porter plutôt bien avant ces histoires de viol. L'avocat nous a dit qu'il n'était pas bien. C'est un peu normal qu'il soit pas bien. C'est un peu normal. Passer des hôtels 5 étoiles etc. à une cellule, c'est vrai que c'est pas évident. Et je suis bien placé pour le... Donc voilà, évidemment, je suis très inquiète. Il faut savoir que ça fait maintenant quelques années que Tarek souffre d'une maladie chronique sévère. Et on n'était pas au courant, madame. On n'était pas au courant. On aurait aimé être au courant un petit peu avant, mais on l'a pas été. En fait, tout est caché, quoi. En fait, chez vous, tout est caché. Et quand ça c'est, parce que vous pouvez pas faire autrement. Il bénéficie d'un traitement très spécifique. L'avocat nous a dit que dans le milieu... Un traitement très spécifique. C'est quoi? C'est un traitement qui viendrait de Mars, de la Lune. Ils n'en ont pas ce traitement en France? Il n'y a pas ce traitement en France? Il est très spécifique, il n'est pas spécifique. Il est très spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas en France, quoi, en fait. D'accord. Carcéral, le traitement dont il devrait bénéficier n'est pas disponible. Ah, donc l'avocat a dit que le traitement n'est pas disponible en maison d'arrêt. Ça, je pense qu'il a dit vrai. Mais je pense aussi que si c'est aussi indispensable comme ça, ils le prennent de l'intérieur et ils lui donnent à l'intérieur. Ils le prennent de l'extérieur pour lui donner à l'intérieur. Un peu comme les cantines, vous voyez. En prison, vous avez du Coca-Cola, vous avez des chips, vous avez des cigarettes, vous avez tout ce qui vient un petit peu de l'extérieur. S'ils donnent des cigarettes, des Marlboro et des PlayStation et des chips aux détenus, croyez-moi, madame, que si c'est indispensable, ils lui ramèneront son traitement de l'extérieur et ils lui donneront. Et ça m'inquiète énormément. Et je pense que sur le plan spirituel, oui, Tarek doit être très fort. Je l'espère en tout cas. Maintenant, je sais que quand on est mal physiquement, quand on souffre d'une maladie et qu'on ne peut pas bénéficier du traitement adéquat, à partir d'un certain moment donné, ça atteint aussi le mental. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'il reste fort
Et aujourd'hui, je me sens contrainte d'en parler parce que je suis très alarmée sur son état, sur ce que m'a dit l'avocat. J'ai beaucoup de chance d'avoir en fait mes enfants qui sont venus me rejoindre ici. J'ai eu un fils, j'ai eu une fille qui sont venus me rejoindre. Les autres, c'est très difficile d'ailleurs pour eux de ne pas être là. Sur les 4, il y en a 2 qui ont pu venir. J'ai énormément de chance d'avoir quand même ma fille qui m'accompagne, qui me soutient. Parfois elle craque, parfois je craque. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas craqué en même temps. Mais voilà, je sais que sans elle, je tiendrai pas. Je pense qu'il espère que nous soyons forts, qu'on tient le coup face à cette injustice. Oui, en d'autres termes, la libération de la Palestine, c'est pas pour demain, quoi. Donc si c'est une simple épreuve comme celle-ci, parce que finalement c'est une simple épreuve, enfin épreuve dans le sens strict du terme, hein, parce que pas au sens théologique, vous met dans cet état, donc la libération de la Palestine n'était pas pour demain, et c'est pas prévu dans l'agenda vraisemblablement. Ah oui, c'est quand même autre chose, aller libérer la Palestine et faire son djihad, c'était quand même autre chose. Ça, tout ce qui se dit dans les médias, parce qu'on essaye vraiment de salir son image, on essaye de nous casser, de casser. Ah, les médias. Toujours les médias, c'est toujours la faute à quelqu'un. Mais c'est quand même les médias, madame, qui l'ont mis là où il est, madame. C'est les médias qui l'ont mis là où il est. Quand ils l'ont mis, ils le présentaient comme l'homme le plus influent de l'espace. Ça vous causait pas de problème. Quand les médias le présentaient comme étant ceci et cela, ça causait de problème à personne. Ce tissu de mensonges, de théologiens, d'islamologues, de ceci, de cela. Mais quand le média le présente comme un présumé coupable, ah là, les médias, ils sont pas beaux. Là, les médias, ils sont pas beaux. Ah ben, c'est toujours, il faut toujours un coupable. Ah ben, c'est comme ça. Ah ben, ah ben oui, c'est beau. Si ça va pas dans notre sens, c'est pas beau. Voilà. Même le Coran, d'ailleurs, il devait être écrit selon vous. On devrait réécrire le Coran selon vous. Ben oui. De détruire notre famille, c'est vraiment le sentiment qu'on a. On essaie de détruire vraiment, pas une seule personne, mais toute la famille. Non, mais là, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave ce que vous dites. Là, ce sont des accusations extrêmement graves. Par le simple fait que les médias parlent de ce qui s'est passé, vous considérez que le but des médias, c'est de vous détruire votre famille. Alors que si c'était tellement grave ce qu'ils disaient, vous avez aussi des recours et des lois en France, madame. Demandez à vos avocats de porter plainte contre les médias pour diffamation. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre M. Godard qui dit qu'on lui ramenait des filles dans les conférences? Pourquoi vous ne faites pas, madame? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que lui, il apporte beaucoup à votre destruction familiale, de la cellule familiale. Je suppose que vous êtes au courant de ce qu'il a dit. Pourquoi vous ne portez pas plainte, madame? Pourquoi vous ne portez pas plainte contre les médias que vous présentez comme des gens qui veulent vous détruire? Si c'est de la diffamation et c'est des conneries ce qu'ils racontent, ben vous portez plainte pour diffamation. Ça permettra justement de gagner des sous et d'éviter de faire des demandes de dons. Ils vont être condamnés pour diffamation à des 5 000, 10 000, 50 000 euros. Puis il y a tellement de médias qui ont parlé de lui, il y a tellement de médias qui veulent détruire votre famille, et puis après vous allez payer vos avocats. Et puis M. Godard, qu'est-ce que vous attendez pour M. Godard qui dit qu'on lui ramenait des filles, qu'il était au courant de tout ça, sauf des viols, mais que c'est pas impossible. Ça vous intéresse pas, madame? C'est quand même étrange, quand même. En fait, vous accusez, mais vos accusations ont une limite. Il faut que ça reste dans le, comment je pourrais dire ça, dans le blablabla, le commémorage, voilà, truc de concierge, voilà. C'est entre nous, les médias, le président de la République, les satellites, faut que ça reste entre nous. Mais lorsqu'il s'agit d'aller au-delà et de concrétiser ces paroles par des actes, c'est-à-dire de porter plainte, c'est très, très facile d'aller porter plainte. Vous prenez les articles du Parisien, de VSD, de Paris Match, du Nouvel Observateur, de Godard, la vidéo est toujours disponible, vous la téléchargez, vous la donnez à un huissier, puis vous portez plainte pour diffamation. Parce qu'il accuse votre mari d'être un... Ben, vous ne le faites pas. Pourquoi, madame? Ben, parce que vous savez que c'est la vérité. Parce que lui va sortir les éléments du dossier, madame, devant un tribunal. Tout simplement. C'est tout.
C'est étrange hein, que vous considérez que tous ces gens sont des menteurs, des diffamateurs, mais vous faites rien. Ni vous, ni lui, ni ses avocats. Par contre, il a porté plainte contre des filles dont les faits remontent à 30 ans. Ça, oui, il a porté plainte. Contre là, oui. C'est quand même bizarre tout ça. Comprenez qu'il y a un moment donné, il ne faut pas prendre les gens que pour des cons. Il y a quand même des choses qui vont pas. Je sais que Tarek a toujours essayé de me protéger. On a toujours essayé de protéger notre vie de famille. On n'a jamais voulu s'exposer. Oui, mais c'est bien beau de protéger sa vie de famille, madame. Mais si on va détruire celle des autres, mettez-vous à la place de toutes ces filles qui ont été, à défaut d'être violées, abusées par des vaines promesses. Et il y en a beaucoup, madame. C'est pas agréable de se faire sodomiser, hein. C'est pas agréable, hein. C'est un exercice qui est très difficile pour moi. Je suis pas sûr qu'il l'approuverait. Là, vous n'êtes pas sûr qu'il l'approuverait, vous le faites quand même. Là, je pense que si au bout de 30 ans, c'est la première fois qu'on vous voit parler, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose. Vous l'avez pas fait comme ça, madame. Si aujourd'hui, on n'est plus dans la normalité, on est dans des circonstances extraordinaires. Et je crois que fondamentalement, comme dans toute chose que je fais d'ailleurs, même s'il n'est pas forcément d'accord, je sais que il respectera mon choix et il pensera que c'est le meilleur. Je crois fondamentalement en son innocence. Donc dans une histoire de viol, si sa femme n'est pas à côté de lui, c'est insupportable en fait. Vous savez madame, 90% des femmes qui ont appris que leur mari était ou un pédophile ou un violeur en série croyaient en l'innocence de leur mari, madame. 90% madame des femmes. Lorsqu'ils ont appris qu'on vient chercher leur mari et qu'elles apprennent qu'il a été interpellé et incarcéré pour des faits de pédophilie ou de viol, elles y croyaient pas elles-mêmes. Hein. Tiens, pas plus tard que si longtemps que ça, la maman, la famille Lelandais, la Nordal Lelandais, elle disait quoi? Mais c'est impossible, on connaît notre fils, c'est impossible. Puis finalement, c'était lui. Donc c'est pas étonnant, vous faites partie des 90%. C'est tout. Un peu plus, un peu moins. Et donc, pour moi, c'est une évidence d'être là. Et c'est un honneur de l'accompagner aujourd'hui, comme ça l'a toujours été, en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'on le traite dignement, qu'on fasse valoir cette présomption d'innocence. Donc j'aimerais qu'il puisse être libre jusqu'à... Non, madame, la présomption d'innocence, c'est pas la liberté, madame. Il y a des milliers de personnes dans les prisons françaises qui ne sont pas encore jugées et qui sont présumées innocentes. Ou parce qu'elles n'ont pas été encore jugées, ou parce qu'elles ont fait appel à leur condamnation. On va pas toutes les libérer, quand même. Pourquoi faudrait-il libérer que votre mari parce qu'il est présumé innocent? Parce qu'il jouit de la présomption d'innocence, et les autres, ils jouissent pas de la présomption d'innocence? Non mais oh. Son procès. Pour qu'il puisse assurer sa défense, sereinement, et dans d'autres conditions que dans lesquelles il est maintenant. Si vous voulez être mis au courant des derniers événements, suivez la campagne officielle Free Tariq Ramadan Campaign, qui vous donnera toutes les mises à jour et toutes les informations vérifiées sur cette affaire. Donc la fameuse campagne qui appelle à la libération de Tariq Ramadan et qui jette la suspicion sur l'institution judiciaire française, du simple policier jusqu'au plus haut magistrat. Voilà. À travers des articles de médias, à travers le boucher du coin, etc. Qui se permettent voilà. La seule vocation de cette page, c'est d'innocenter coûte que coûte Tariq Ramadan et d'éduper les plus stupides, et il y en a pas mal, hein, parmi les gens. Voilà. Alors que c'est quand même assez effrayant qu'ils se permettent. Enfin, c'est assez effrayant. À croire qu'on a affaire à Carlos ou on a affaire. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que c'est une très mauvaise idée cette page, puisque lorsque ils se sont rendus compte, ou ils vont se rendre compte qu'on se permet de jeter la suspicion sur l'institution judiciaire à travers des pages et des appels à la manifestation et à la libération
Au nom de quoi? Au nom que c'est Tariq Ramadan, sans plus d'éléments, considérant par là que les magistrats sont tous corrompus, tous vendus. Je crois que celui qui a eu cette idée a eu une très mauvaise idée.